Merci à vous d'avoir invité la Fédération Jalmav à ce congrès et d'avoir fait une place à l'accompagnement bénévole et aux bénévoles d'accompagnement. Donc je vais vous parler des évolutions de l'accompagnement. Ce n'était pas évident au début à explorer, vu des accompagnants bénévoles. Donc dans un premier temps, je vais passer quand même un tout petit peu de temps à vous présenter ce qu'est l'accompagnement bénévole et qui est Jalmav. Donc Jalmav, c'est une association qui a été créée en 1983 par une poignée de soignants autour du professeur Scherer, oncologue au CHU de Grenoble, parce qu'il s'indignait par rapport aux conditions de vie ou aux conditions dans lesquelles les mourants terminaient leur vie. Et ils n'ont pas été chercher des ressources en milieu hospitalier ou en milieu soignant. Ils ont décidé d'aller chercher une ressource dans la société. Et c'est de là qu'est né le mouvement associatif des associations d'accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est 75 associations qui sont regroupées autour d'une fédération nationale qui est reconnue d'utilité publique avec 2400 bénévoles, dont 1500 bénévoles d'accompagnement qui consacrent 447 000 heures dans les établissements ou à domicile. Et c'est aussi 679 conventions qui sont signées avec des établissements de soins médicaux ou médico-sociaux. Donc Jalmav, c'est accompagner la vie. Et nous agissons de 3 façons. D'une part, pour que chaque personne en souffrance, que ce soit au moment de la grave maladie, de la vieillesse et ou de la fin de vie, soit reconnue et entendue comme une personne à part entière, une personne vivante, quelle que soit sa situation, son état physique, son état psychologique, ses croyances, ses convictions, sa situation sociale, et quel que soit le lieu où elle se trouve. Donc en institution ou à domicile, et ça pourrait très bien être dans les prisons, dans la rue, donc où que la personne se trouve. Et là, on voit que Jalmav participe ainsi aux conditions de vie, aux conditions de la fin de vie de ces personnes. Un autre aspect, c'est être garant d'un lien social qui témoigne de la solidarité humaine envers ces personnes, en partenariat avec les professionnels de santé, et ceci dans une logique de non-abandon et de non-marginalisation de ces personnes. Et enfin, c'était vraiment l'objectif premier de ces soignants en 1983, pensant que cela allait s'atténuer, mais qui a toujours aujourd'hui autant d'intensité, c'est redonner à la mort une place dans la société et recréer des liens de solidarité pour faire en sorte que la société puisse parler de ces sujets difficiles. Donc tout cela dans un cadre laïque, sans appartenance religieuse, politique, philosophique, et autour de 3 valeurs qui sont le respect de la vie, la dignité et la solidarité. Notre bénévolat, c'est un bénévolat qui est reconnu et soutenu, puisqu'il fait partie intégrante des soins palliatifs. C'est les seules associations qui sont reconnues par la loi, celle de 99, relative à l'accès aux soins palliatifs pour tous. Et le rôle, les missions et les obligations des bénévoles sont définies dans une circulaire du 25 mai 2008, qui définit aussi, au même titre en fait que les structures de soins palliatifs et les bénévoles qui travaillent. Donc c'est un peu donner de l'importance à ce bénévolat d'accompagnement. Et là, on voit que les accompagnements se développent à la fois dans les soins palliatifs, mais pas que. C'est-à-dire, au plus tôt, dès le début de la grave maladie, au moment de la vieillesse. En fait, dans toutes les étapes de la vie, autour de la maladie, qui fragilisent l'être humain. Il existe en France 300 associations d'accompagnement, donc Jalmav, Albatros, Alliance, l'autre rive, il y a énormément d'associations, et qui regroupent 5000 bénévoles. Ce bénévolat est reconnu puisqu'il est soutenu par des fonds publics, dont notamment la formation continue, la formation qui est subventionnée à 50% par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, accompagner, c'est s'engager comme un être humain vis-à-vis d'un autre être humain, un être tout à fait singulier et sans projet. Le malade, lui, il a besoin d'être entendu,
d'être reconnu dans ce qu'il est en train de vivre. Accompagner, c'est lui offrir une écoute, une présence, c'est être là, pour lui, juste pour lui, et lui laisser le temps dont il a besoin, lui laisser l'espace, et c'est juste se laisser guider par lui. Quand l'autre souffre, les proches, que ce soit des adultes ou des enfants, ont aussi besoin d'avoir un soutien. Et les accompagner, c'est leur donner l'occasion de pouvoir parler de ce qu'ils vivent, de leur souffrance, de leur tristesse, et de ne pas les laisser seuls face à cette situation. En fait, chacun a besoin d'être reconnu. Et si l'on prend les personnes en deuil, par exemple, pour elles aussi, c'est important d'être prises en considération dans ce qu'elles sont en train de vivre. Et lorsqu'elles viennent en groupe deuil, elles reconnaissent que c'est vraiment un soutien précieux, parce qu'elles voient qu'elles ne sont pas seules, elles peuvent exprimer des choses qu'elles ne peuvent pas exprimer ailleurs. Elles peuvent aussi trouver un certain réconfort, elles peuvent parler de choses qu'elles n'osent pas dire dans d'autres lieux, et ça leur permet de découvrir des possibles, de s'acheminer vers quelque chose de plus paisible, et de petit à petit retrouver goût à la vie qui est devenu autre. Mais Jalmab, c'est aussi apporter un soutien aux soignants. Or, par exemple, ça peut être par rapport à une réunion d'équipe, suite à un décès qui a été un peu difficile dans le service, mais ça peut être aussi des moments tout à fait spontanés au décours d'un couloir. Un soignant peut interpeller un bénévole. Les soignants utilisent peu cette ressource. Donc les accompagnants sont formés et se mobilisent chaque jour auprès de ces personnes et témoignent ainsi d'une société qui se préoccupe des siens. C'est ça qu'il faut retenir par rapport à l'accompagnement. N'étant ni soignant ni proche, le bénévole il va offrir une relation d'accompagnement particulière. Il ne connaît pas l'histoire, c'est un regard extérieur. Et donc, cela va créer un espace particulier, un espace nouveau avec une relation de toute autre nature. Donc, si je vais parler... Alors, hop, j'ai fait pas beaucoup de diapos, mais... Donc, non, je reviens en arrière. Alors, en fait, les évolutions, oui, mais je vais vous parler de la réalité de l'accompagnement au fil du temps. Donc, ça va être des évolutions, ça va être des questionnements. En tout cas, je vais vous donner quelques exemples d'évolutions dans l'accompagnement en lien avec la nécessaire collaboration, coordination permanente pour, d'une part, rester au plus juste dans la relation bénévole, soignant, famille, personne accompagnée, et puis aussi pour s'adapter à la spécificité des situations d'accompagnement qui sont liées soit à la nature de la pathologie, soit à l'âge, soit à son incapacité d'exprimer ses attentes, ses choix, que ce soit en institution ou à domicile. Donc j'ai pris quelques exemples. Le premier exemple d'évolution, c'est surtout, on constate une bonne intégration des accompagnants bénévoles au sein des équipes de soins. Et cela, ça a progressé depuis le démarrage du bénévolat d'accompagnement et même depuis une dizaine d'années. Les soignants, ils savent pourquoi nous sommes là. Ils nous reconnaissent à notre juste place dans notre rôle d'écoute et de présence. Et ils témoignent aussi de l'impact de la présence des soignants au sein des services. Et cette connaissance soignant-bénévole qui est toujours à ajuster et à renouveler, ainsi que les rencontres qui sont organisées dans les services avec le coordinateur, apportent vraiment de la clarification au rôle des bénévoles, et ça c'est extrêmement important pour qu'on puisse avoir notre place, écoute et présence. Donc à son arrivée, le bénévole va prendre contact avec le soignant pour prévenir de son arrivée et s'enquérir des personnes vers lesquelles nous allons être orientés durant notre demi-journée de bénévolat. Et puis, les deux parties vont pouvoir échanger des informations réciproques en fonction de la spécificité pour accomplir en fait leur rôle respectif. Dans certains services de soins palliatifs, des médecins demandent aux bénévoles d'accompagnement de participer aux transmissions des soignants. On peut se poser cette question de cette pratique et quelle est notre position. Il existe des variations entre les associations d'accompagnement autres que Jalmab. En tout cas, ce que je peux dire, c'est au-delà de l'aspect juridique, le bénévole n'a pas accès aux informations médicales et aussi au respect du patient par rapport à la confidentialité et au secret professionnel.
Je dirais que chaque rencontre, c'est comme une page blanche. C'est l'inconnu. J'arrive sans rien, juste ma disponibilité, une écoute, une présence. Et je vais apprendre les choses de la part de la personne. Elle va pouvoir me les dire à son rythme, avec ses mots. Je vais me laisser guider par la personne. Et elle va vraiment me livrer ce dont elle a envie de me parler. Et ce qu'on constate, c'est que tout peut changer en quelques heures. Et ça me fait penser que non seulement tout peut changer en quelques heures, mais selon l'accompagnement, l'accompagnant qui va accompagner cette personne, dans la semaine, par exemple, de bénévoles qui accompagnent dans la semaine, quelquefois il m'est arrivé de me dire, mais j'ai l'impression de ne pas accompagner la même personne quand on discute entre bénévoles, pour dire comment les choses peuvent changer selon l'individu, selon l'accompagnant et selon le temps. Donc arriver avec des informations qui ont été recueillies durant une réunion de soignants ne ferait plus du bénévole cette page blanche et l'obligerait, selon moi, mais selon beaucoup de bénévoles, à arriver auprès de la personne et l'obligerait à mettre des filtres. Un autre aspect, c'est l'accompagnement des personnes âgées, ces invisibles de la société et ces sans-voix. Depuis 2000, Jalma a vraiment la volonté de développer l'accompagnement auprès de ces personnes âgées en tenant compte de plusieurs évolutions. Tout d'abord, un besoin de baliser le cadre de l'accompagnement. Plus nous allons être clairs sur qui nous sommes et ce que nous apportons de différent des autres associations, meilleure sera l'orientation des bénévoles dans leur rôle de présence et d'écoute. Aujourd'hui, les bénévoles d'accompagnement accompagnent des personnes de plus en plus âgées, dépendantes, en perte d'autonomie, mais aussi beaucoup plus de personnes désorientées ou ayant des difficultés de communication. Donc d'une part, les accompagnants peuvent durer dans le temps, et il est vraiment important que les bénévoles interviennent en équipe et s'alternent dans leurs accompagnements de façon à éviter le sentiment d'appartenance, ce lien affectif qui peut se créer, mais aussi parfois éviter l'épuisement. Auprès des personnes qui sont atteintes de troubles de type Alzheimer, les accompagnements sont différents. C'est plein de petits moments éphémères, mais plein de sens, en donnant de la valeur à ce regard, à cette présence, à cette attention. Les bénévoles s'approprient ce qu'on pourrait dire les clés de la communication, enfin les clés qui vont faciliter cette communication avec ces personnes fragiles qui en fait ne demandent qu'à être comprises. Peu importe si le discours est vrai ou s'il est faux, l'important c'est de suivre la personne dans son émotion. Et cela me fait penser à un monsieur dont ses proches lui demandaient des nouvelles de son épouse qui souffrait d'une maladie d'Alzheimer en lui demandant « Est-ce qu'elle te reconnaît ?» Et le monsieur répondait « Ce qui est important, ce n'est pas qu'elle me reconnaisse, mais c'est comment moi, je la reconnais dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. » Donc vous voyez que tout cela a du sens pour les bénévoles, pour préserver ce lien social qui est au cœur de notre dignité. Un autre aspect qui est plutôt nouveau, je dirais, c'est l'accompagnement des personnes avec des prises en charge complexes et parfois de longue durée. Ce que je veux partager ici, c'est que nous recevons des demandes plus nombreuses de la part des soignants pour la présence de bénévoles auprès de personnes non communicantes ou peu communicantes avec des prises en charge complexes et parfois une longue durée. Ces personnes, c'est par exemple qui sont hospitalisées dans les unités de soins et de réadaptation de chirurgie maxillo-faciale, ORL, où là on rencontre des personnes qui ont subi une intervention mutilante avec ces notions ensuite d'acceptation et d'estime de soi. Ou alors dans des unités de soins de suite neurologiques avec des personnes dont l'état de conscience est modifié, ou dans des étapes aussi relationnelles. Et encore dans des établissements d'accueil médicalisé avec des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, la SLA, les chorées et toutes les maladies en fait apparentées. Donc comment l'accompagnement il évolue auprès de ces personnes dont à la fois l'image corporelle et l'image de soi sont altérées, qui ne s'expriment pas ou peu, dont l'expression est difficile, vite oubliée, et dont l'émotion
ne se manifestent pas forcément. Et puis, pour certains, ne reçoivent plus ou peu de visites de leurs proches. Ces personnes sont prisonnières de leur corps, elles ont un sentiment « je ne compte plus ». Et l'accompagnant va lui offrir un moment de vie où peut-être elle se dit « je suis quelqu'un ». Ce type d'accompagnement doit s'adapter dans la durée. C'est un accompagnement sur mesure qui est à développer pour s'ajuster au comment s'y prendre avec ces malades et ces familles. Et comment approcher aussi les familles qui parfois sont très présentes et demandent à donner leur accord avant d'aller accompagner une personne. Nous sommes là vraiment dans un investissement, dans une collaboration ensemble pour être au plus juste dans la relation bénévole, soignant, famille et personnes accompagnées. Un quatrième point, c'est la lente progression de l'accompagnement à domicile. À Jalmave, sur 75 associations d'accompagnement, il y a seulement 20 associations qui accompagnent à domicile. Donc le nombre d'associations est faible, le nombre de bénévoles est faible et le nombre de personnes accompagnées est assez faible. L'accompagnement à domicile, c'est un investissement assez important puisque dans la demi-journée, nous allons accompagner une seule personne. Donc ça demande un nombre de bénévoles un peu plus important. Alors moi, je vois plusieurs motifs à cette lente progression. D'une part, pour les personnes en fin de vie, les HAD reçoivent les demandes tardivement de la part des établissements et les personnes décèdent soit avant que l'accompagnement commence, soit peu de temps après. À domicile, ce sont les soignants qui vont présenter Jalmave comme partenaire de l'HAD. Les soignants ne sont pas à l'aise à présenter Jalmave. Présenter Jalmave, c'est parler de la mort pour eux. Donc c'est souvent le rôle qui est rempli par les psychologues, ou plutôt l'assistante sociale. Et puis parmi les personnes malades et les familles, eh bien, à un moment donné, elles ne donnent pas suite parce qu'il y a beaucoup d'intervenants à domicile. Donc l'état des lieux, pour nous, montre que des évolutions sont nécessaires. D'une part, au niveau des structures, pour informer les acteurs de soins à domicile du rôle des accompagnants bénévoles. Et puis aussi pour faciliter leurs interventions et faciliter la coordination professionnelle bénévole. Et puis au niveau des associations, il est nécessaire donc de recruter des bénévoles et puis donc de poursuivre les formations spécifiques à l'accompagnement et des plateformes qu'on organise pour pouvoir faire évoluer les pratiques d'accompagnement. On peut dire que le domicile, pour le bénévole, c'est un lien de tous les dangers pour se sentir hors cadre. Donc on n'a plus le cadre institutionnel. Le bénévole est parfois et souvent isolé. Il se trouve dans des situations d'autonomie, dans des situations où il doit être en capacité de faire face à des situations imprévues, et puis parfois dans des situations particulières, étant donné que parfois les contextes familiaux sont particuliers et qu'il peut y avoir des tensions, et là, il doit faire preuve d'une neutralité absolue. Donc ce type d'accompagnement demande de la part des associations un encadrement vraiment bien fait, dans le respect des règles qui sont définies pour le domicile, et ceci pour le bien-être du bénévole, et qu'il se sente à l'aise. Un accompagnement à domicile, c'est une évaluation par la coordinatrice au début, avec la famille ou avec la personne. Ensuite, c'est un contrat d'intervention qui est signé, c'est-à-dire qu'il faut expliquer à la famille pourquoi on est là, comment ça va se passer. Et puis, c'est beaucoup d'échanges entre le coordinateur et les bénévoles, et aussi, quand c'est possible, avec les professionnels de santé. Un dernier point par rapport à l'évolution, c'est important de savoir que les bénévoles sont aussi là pour diffuser la culture palliative, en apportant un éclairage sur ces sujets qui sont délicats et qui sont mal connus. Donc, je vais vous citer quelques actions. Pour les bénévoles, c'est d'aller témoigner dans la société de ce que nous faisons et surtout de rendre possible une parole et une écoute qui aident à se poser des questions, à dédramatiser ensemble sur ces sujets qui sont difficiles et parfois douloureux. Donc, c'est les sujets de la grave maladie, de la vieillesse, de la fin de vie, de la mort et du deuil. Et ceci contribue à calmer l'angoisse dans notre société. Une autre action, c'est animer des interventions auprès des enfants. Osons parler de la mort aux enfants,
avec des outils pédagogiques qui ont donc été créés par la fédération et par les commissions qui animent le deuil. Et puis un point important aussi, qui se développe beaucoup en ce moment, c'est faire connaître la loi sur les droits des malades et la fin de vie, et particulièrement sur les directives anticipées, avec un jeu qui à l'origine s'appelait le Go-Wish, qui était utilisé aux États-Unis, je dirais, et qui a été traduit en français par la fédération, enfin en tout cas la publication a été faite par la fédération, et ce sont des cartes dans lesquelles, il y a 36 cartes sur lesquelles il y a les différents souhaits en fait, que l'on pourrait avoir au moment de sa fin de vie. C'est vraiment un outil pédagogique, un outil de dialogue, alors avec soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaiterais pour ma fin de vie. Donc là, on n'est pas vraiment dans les directives anticipées, mais on est dans cette partie un peu d'anticipation et qui peut évoluer au fil du temps. Quand on regarde les directives de soins, les directives anticipées, il y a une première page en fait au début qui parle de ses souhaits. Donc c'est vraiment un outil de dialogue avec soi-même, avec sa famille et avec les médecins. Et c'est aussi une démarche qui participe à la compréhension des droits qui existent déjà et que les gens ne connaissent pas, et puis aussi une réflexion sur leurs souhaits en fin de vie. Et donc ça favorise le cheminement de chacun par rapport à la fin de vie. Et là, on est vraiment dans l'anticipation, alors avec des bien portants, avec des professionnels, et dans les EHPAD avec les familles et les résidents. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que Jalmaf, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est un espace de respiration dans une société qui occulte la perspective de la mort, et pourtant qui est obsédée par la souffrance qui la précède, l'acharnement thérapeutique et la solitude. Une société où le deuil se fait discret. Une société qui est en constante évolution, sans complaisance vis-à-vis des plus vulnérables. Et puis là, on voit une société de c'est mon choix, qui demande par exemple le droit à une fin de vie libre et choisie. Une société qui va de plus en plus vite et qui ne prend pas le temps d'écouter et de partager. Alors que le rythme de la personne en fin de vie, lui, est tout autre. Elle prend le temps dont elle a besoin pour vivre ensemble le temps qu'il lui reste à vivre. Les soins palliatifs et l'accompagnement sont là pour tempérer cette accélération et ce tourbillon de la vie lorsque la maladie grave ou la fin de vie surgissent et lorsque la vieillesse ne se déroule pas tout à fait comme la société le voudrait. Donc vous voyez, pour l'accompagnement bénévole, le caractère précoce de notre présence auprès du malade est une réalité. Et puis ces associations sont des lieux de vigilance à l'écoute des besoins nouveaux qui peuvent émerger, et nous avons de quoi nourrir les prochaines évolutions au sein de nos associations. Je vous remercie de votre attention.